Marion a donc franchi le Rubicon. Elle soutient désormais officiellement le candidat Zemmour. Ce qui aurait pu bouleverser de fond en comble la campagne électorale en cours se heurte cependant au problème de la guerre en Ukraine qui vient de propulser Macronor Vaccinator vers les 30% environ d'intention de vote dans tous les récents sondages. Les médias du système ont déjà commencé leur œuvre d'intoxication. Seul compte l'opposition acharnée qu'il faut mener à la guerre en Ukraine, opposition dont le chef emblématique, dont le chef charismatique, dont le chef tout-puissant est évidemment Macronor Covidor, qui a su terrasser le microbe Covid au point que la guerre qu'il a enclenchée contre ce microbe est pratiquement gagnée, et qui saura à l'évidence dompter ce fou furieux de Poutine, nul ne doit en douter. La quasi-totalité de la classe politique, la quasi-totalité des journalistes du système, la quasi-totalité de ce que l'on appelle les élites françaises se prosternent comme jamais devant le Manuchon, transformé en quelques jours en petit père des peuples, en père de la nation, en rempart contre la guerre et en plein d'autres choses encore. Ainsi donc, pendant la campagne électorale en cours, seul compte la guerre en Ukraine. Le bilan désastreux de Macronescu sur les plans politiques, économique, social, moral, culturel, motus et bouche cousue. L'action désastreuse de Macronescu sur le plan des libertés fondamentales, des soins aux personnes, des soins sur la santé physique et psychique des enfants, de la qualité de vie des personnes, de l'effacement de la population de souche par une politique d'immigration délirante, etc., etc., etc. Motus et bouche cousue. Dans ce contexte catastrophique pour les élections futures, se situe le ralliement de la blonde Marion à Éric Zemmour, ralliement d'ailleurs fortement critiqué par la blonde Marine. Le grand chamboule-tout que devait produire ce ralliement peut donc se transformer en coup de pouce significatif, mais pas forcément décisif pour le candidat. Autre danger qui pointe le bout de son nez, et côté gauche cette fois, la montée dans les sondages de ce fou furieux de Mélenchon, qui pourrait bénéficier dès le premier tour d'un vote utile de la part des écolos bobos et autres communistes, lui permettant de faire un bond significatif dans les intentions de vote, oui, tout cela peut bousculer le premier tour. En bref, à ce jour, la situation globale n'est guère réjouissante. Mais il nous faut garder un moral de fer, car je ne sais plus qui disait que le désespoir en politique est la pire des stupidités. Je vous souhaite une très bonne soirée. Les Parisiens ont vraiment manifesté leur génie lorsqu'ils ont réélu Hidalgo, la folle dingo, à la mairie de Paris, car c'est une femme géniale, et entre génies, l'on ne peut que se comprendre. Et l'une des dernières trouvailles d'Hidalgo Gogolito montre à quel point cette femme est géniale et mérite grandement, avec ses 2 ou 3% d'intention de vote, de devenir président de la République française. Cette dernière trouvaille est la suivante. Pour éviter les voitures dans le centre de Paris, il serait installé toute une série de points de contrôle des véhicules. Tous les véhicules pourraient entrer dans le centre de Paris, mais pour en sortir, il faudrait montrer patte blanche. Enfin, pour ne pas être accusé d'être raciste, je dirais plutôt patte noire ou blanche. En pratique, ça veut dire quoi, montrer patte noire ou blanche? Mais c'est très simple. Vous êtes entré dans le périmètre interdit et vous voulez en sortir. Au point de passage de contrôle, vous voilà entouré de 12 policiers qui vont vous interroger. Aviez-vous vraiment besoin de rouler en voiture dans le centre de Paris? Réponse de la conductrice. Oui, j'allais m'acheter 2 paires de chaussettes dans le Monoprix qui est près de la gare Saint-Lazare. Réponse du policier. Avez-vous un ticket de caisse pour le prouver? Réponse de la conductrice. Non, car je ne les ai finalement pas achetés car elles coûtaient trop cher. Réponse du policier. Il va donc falloir que je vous verbalise.
Pendant ce temps, énorme bouchon de voitures derrière la voiture arrêtée et bruit de klaxons infernaux. Réponse de la conductrice. Bon, j'ai intérêt à faire demi-tour et aller m'acheter mes chaussettes. Cela coûtera moins cher que l'amende. Et puis, en plus de ça, j'aurai 2 paires de chaussettes. Le ton monte entre les policiers et la conductrice. Et le quartier est complètement paralysé pour une histoire de 4 chaussettes trop coûteuses qui, si elles avaient coûté moins cher, auraient permis d'éviter que le quartier soit complètement paralysé. Par cette petite anecdote, défendu bec et ongle par un adjoint d'Hidalgo la fofolle à la télévision il y a quelques jours. L'on ne peut que comprendre qu'Hidalgo la fofolle, entourée par un océan de rats dont elle raffole, sait vraiment prendre les meilleures décisions possibles et ne peut que conduire la France vers un avenir radieux lorsqu'elle sera enfin comprise par tous les Français qui voteront comme un seul homme pour qu'elle devienne enfin président de la République. Je vous souhaite une excellente soirée. L'Europe tout entière a les yeux rivés vers l'Est. Ukraine oblige. Le système politico-médiatique ne parle que de l'Ukraine, pays devenu en quelques jours le centre névralgique de la marche du monde. Dans ces conditions, il n'était pas étonnant que l'invasion de l'Europe par l'immigration ait repris de plus belle dans un silence médiatique assourdissant. Ainsi donc, nous avons pu visionner avec stupéfaction une vidéo qui a beaucoup tourné et qui montre l'attaque de la très haute barrière métallique de protection qui sépare du Maroc l'enclave espagnole africaine de Melilla par des centaines d'Africains subsahariens déchaînés, hurlant et vociférant et se considérant désormais en terrain conquis puisqu'ils avaient posé le pied sur le sol de l'Union européenne et qu'ils étaient désormais chez eux en Europe. À elle seule, cette petite invasion traduit l'absurdité dramatique de la politique d'immigration démente de l'Union européenne. Je pourrais rajouter quel malheur que ce petit bout de terre espagnol, qui est espagnol depuis 1497, n'ait pas été cédé au Maroc au moment des mouvements de décolonisation, car cette enclave est une formidable épine dans le pied de l'Union européenne. Cela dit, les 2 enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ne sont que le révélateur du flot continu d'immigration sauvage qui arrive désormais d'à peu près tous les côtés. Les candidats à l'immigration ont parfaitement compris que la situation politique actuelle de l'Europe leur permettait toutes les audaces et le printemps arrivant, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour prévoir que le flux d'immigration clandestine va s'amplifier considérablement dans les semaines à venir. Ce qui signifie, pour la France, une aggravation notable de tous les problèmes que pose cette immigration clandestine en termes financiers, sociaux, sécuritaires, culturels et j'en passe. Seuls 2 candidats sur les 12 qui se présentent à l'élection présidentielle manifestent une claire intention de limiter drastiquement l'immigration. Il s'agit évidemment d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Les 10 autres, qui sont ou machiavéliques, ou inconscients, ou totalement demeurés, prônent une immigration non contrôlée et évidemment heureuse. Ne rien contrôler n'est pas très compliqué, mais rendre heureuse une politique qui apporte tant de souffrances et de problèmes n'est pas très simple. Nous verrons dans quelques semaines de quelle façon les Français réagissent à cette problématique fondamentale. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le Bitcoin, c'est quoi finalement cette bébête dont on commence à parler beaucoup et dont beaucoup ne comprennent rien?
Petit rappel historique pour mettre les choses bien à plat. Le Bitcoin a été créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est quand même compliqué à dire. Franchement, il aurait pu s'appeler Lochner comme tout le monde. D'ailleurs, l'on ne sait pas très bien si Satoshi existe vraiment. Il semblerait que ce nom japonais barbare recouvre en fait un groupement de personnes ayant créé le Bitcoin. Voilà pour l'histoire. Quel a été le but de cette création ? Pour ses promoteurs, il s'agit de créer une monnaie qui ne fonctionne que par Internet ou par carte bancaire et qui échappe totalement au circuit des banques centrales et des grandes banques. Le système est simple. J'achète des bitcoins par Internet et si mon concessionnaire automobile a lui-même un compte bitcoin, je paye ma réparation de voiture par Internet avec des bitcoins. De la sorte, mon paiement échappe absolument au système financier traditionnel. Très concrètement, l'objectif affiché des créateurs du Bitcoin est de contrer la puissance d'un système financier un peu fou, s'arrogeant au fil du temps le droit de contrôler tous les mouvements financiers des États, des entreprises et des particuliers, ce contrôle pouvant aboutir à une sorte de dictature sur chacun d'entre nous par le système financier mondial. Rappelons-nous qu'il y a quelques mois, le célèbre et emblématique financier Charles Gave a vu clôturer ses comptes ouverts depuis un demi-siècle au Crédit du Nord, filiale de la Société Générale, parce qu'il avait eu le malheur de prêter de l'argent à Zemmour pour sa campagne électorale. Le groupe Crédit du Nord s'était transformé en procureur intraitable, supprimant d'un trait de plume une relation commerciale d'un demi-siècle avec un économiste renommé pour la simple raison que les idées de cet économiste ne lui plaisaient pas. Charles Gave aurait prêté de l'argent en bitcoin, il aurait toujours ses comptes au Crédit du Nord, filiale de la Société Générale. Avouons que cette situation est abracadabrantesque. Cela dit, votre chroniqueur du soir va vous livrer ses états d'âme au sujet du Bitcoin. Échapper à la dictature bancaire, je trouve ça magnifique, il n'y a rien à dire d'autre. En revanche, j'avoue être un peu gêné par la spéculation ahurissante autour de cette monnaie. Le Bitcoin peut perdre en quelques mois la moitié de sa valeur pour remonter en flèche en quelques jours. Tout cela me paraît profondément malsain car la vie quotidienne n'est pas un casino géant qui permet de s'enrichir à toute allure en quelques semaines et de se ruiner à toute allure en quelques semaines également. Nous savons que toute peine mérite salaire, mais nous pouvons dire à l'inverse que tout salaire mérite un peu de peine. Et je trouve personnellement assez scandaleux que des fortunes considérables puissent se bâtir à coups de quelques clics spéculatifs autour du Bitcoin. Tel est mon avis, je le partage, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le partager. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis de la splendide communauté de TV Liberté, je voudrais, une fois n'est pas coutume, vous annoncer le programme des 5 chroniques de la semaine prochaine. Commençons par le commencement. Tous les 5 ans, la Fondation de services politiques, également appelée Liberté politique, partenaire privilégié de TV Liberté, fondation que j'ai l'honneur de présider, réalise une évaluation scientifique des programmes des candidats à l'élection présidentielle. Pour ce faire, Liberté politique établit une liste de 20 mesures fondamentales qui, si elles étaient appliquées avec volontarisme, seraient susceptibles de remettre le pays d'aplomb. Sur cette base de 20 mesures, les équipes de Liberté politique viennent donc d'analyser en profondeur ce qu'ont dit et écrit les candidats depuis un certain nombre de mois et ont également épluché leur programme quand ils en ont. En conclusion de ces études approfondies, les programmes des candidats se sont vus attribuer une note sur 20, comme autrefois lorsque l'on notait encore les élèves ou les étudiants avant que les déconstructeurs gauchistes du ministère de la Déséducation nationale mettent à bas en quelques dizaines d'années
tout ce bel édifice patiemment et magnifiquement construit au cours des siècles. La semaine prochaine, nous analyserons donc chaque jour la qualité du programme de tous les candidats bénéficiant d'au moins 10% d'intention de vote. C'est-à-dire, par ordre alphabétique, Marine, dit Marinette, Mélenchon, dit le Merluche, Macron, dit Macronor, Pécresse, dite la traîtresse, et Zemmour, dit Zemmour. Nous commencerons par le plus mal noté, pour terminer par celui qui obtiendra le premier prix de la classe. Comme vous êtes d'une rare intelligence, vous avez immédiatement fait le rapprochement suivant. 5 candidats en une semaine, 5 jours en une semaine. Vous aurez donc l'analyse d'un candidat par jour en commençant lundi par le cancre de la classe pour terminer vendredi par le premier de la classe. C'est-il pas beau tout ça ? Bien entendu, chacun pourra critiquer autant qu'il le voudra notre méthode. Il est certain qu'un tel travail est compliqué et peut être contesté. Cela dit, je promets devant Dieu et devant les hommes que le travail effectué est parfaitement honnête, sans arrière-pensée, aussi objectif que possible. Et je comprendrai parfaitement que certains préfèrent voter pour un candidat qui n'a pas forcément la meilleure note. D'abord parce que chacun est évidemment libre de son choix, et ensuite parce que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On ne va pas s'embêter la semaine prochaine, je vous le promets. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis donc à lundi soir.